Nous lançons aujourd'hui un cycle de conférences intitulé Girard et les autres, qui va confronter la pensée de Girard à celle d'autres philosophes modernes ou contemporains. Et nous avons décidé de commencer ce cycle avec Tocqueville. Ce sera donc la première présentation que nous ferons, mais nous aurons également bientôt Michel Serres ou encore Pascal. Également sont prévus Hegel ainsi que Spinoza dans les mois à venir. René Girard a construit sa pensée non seulement à partir de sources littéraires, mythologiques et religieuses, mais aussi dans une confrontation où se mêlent admiration et critique avec ses trois principaux modèles obstacles pour reprendre un concept qui lui est cher. Il s'agit de Nietzsche, de Freud et de Lévi-Strauss. Mais il a aussi développé ces concepts dans l'ignorance, probablement non feinte, d'indéniables précurseurs, au premier rang desquels se trouve Spinoza. Et quand il fait allusion à Hobbes, c'est souvent en réponse à des interlocuteurs que de sa propre initiative. Il leur préfère à l'évidence les évangiles, Shakespeare et Cervantes, qu'il crédite d'une prescience de la théorie mimétique. Bref, il n'a pas recherché une généalogie chez les penseurs modernes et contemporains, il préfère les ignorer ou les critiquer. De ce point de vue, ces évocations d'Alexis de Tocqueville, né en 1805 et mort en 1859, tranchent. Un gros siècle sépare la publication de leurs œuvres respectives, de production et de réception, qui auraient dû limiter leur proximité. Même si c'est avec parcimonie, Tocqueville est mentionné par Girard tout au long de son œuvre. Fait significatif, Tocqueville apparaît sur la scène girardienne dès 1960 lors d'une conférence où il était étroitement associé à Stendhal. Il est immédiatement hissé à la hauteur d'un romancier qualifié de génial en raison de son observation et de sa compréhension des mécanismes mimétiques du désir et de la vanité. Seul de son espèce ou presque, Tocqueville aurait ainsi partagé la lucidité de quelques romanciers et dramaturges sans recourir à la fiction. Girard va même lui concéder une forme de supériorité dans Mensonge romantique et Vérité romanesque. Il dit de lui que, immunisé contre les poisons partisans, il ne serait pas loin d'expliciter une vérité historique et politique qui reste implicite chez Flaubert comme chez Stendhal. Girard voit dans la tendance millénaire à l'égalité des conditions, thèse majeure de Tocqueville, le pendant sociologique de sa psychologie interindividuelle fondée sur la mimésis d'appropriation. Une communauté anthropologique est de fait envisageable entre les deux théories. Trouver des points de proximité entre Tocqueville et Girard est un lieu commun, presque une facilité. Pour autant, cet exercice se traduit le plus souvent dans les écrits des sectateurs de Girard par un simple « comme l'avait noté Tocqueville » ou quelque chose d'approchant. La relation entre ces deux penseurs et ces deux pensées mérite une articulation documentée de manière plus systématique. Tel est l'objet de ma présentation de ce jour. Si Tocqueville peut apparaître comme un modèle, une sorte de grand-oncle ou de cousin proche de Girard, une sorte de modèle, il lui fournit aussi un complément indispensable pour la théorie mimétique, dans un des domaines où elle est la plus lacunaire, à savoir la philosophie politique. Mais quand Tocqueville semble se situer en prédécesseur avéré ou en supplément nécessaire, Girard est susceptible de lui apporter à son tour une actualisation et des adjonctions. Tocqueville, donc, est un modèle sporadique mais permanent, quoique non conscient, pour Girard. En effet, si Girard n'en a sans doute pas conscience, l'admiration mesurée qu'il exprime à plusieurs reprises pour Tocqueville cache une proximité plus profonde qu'elle n'apparaît au premier regard. Donc, Tocqueville est d'abord un essayiste régulièrement convoqué.
Girard, qui cite peu les essayistes et se défie des arguments d'autorité, n'hésite pas à faire exception pour Tocqueville. Une première explication artificielle peut se trouver dans la ressemblance de leur destinée. Plus sérieusement, leur méthode les rapproche. Cela les conduit à partager des résultats essentiels. Dès 1961, dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, Girard reprend la fameuse formule de Tocqueville qui a introduit son propos en 1835. « Je voyais de plus en plus, dans l'égalité des conditions, le fait générateur dont chaque particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations devaient aboutir. » Il remarque également que Tocqueville parle de l'esprit de cour, mais aussi de l'inquiétude qui règne dans les démocraties. Mieux, il lui attribue le dévoilement d'un aspect essentiel du désir triangulaire. Là, c'est René Girard qui s'exprime. La passion de l'égalité est une folie que rien ne saurait dépasser, sinon la pensée contraire de l'inégalité. Les idéologies rivales ne font guère que refléter ce malheur et cette incapacité. Les idéologies rivales relèvent donc de la médiation interne, donc le lien est fait avec la médiation interne. Elles ne doivent leur pouvoir de séduction qu'à l'appui que leur fournissent les contraires. Il y a bien des raisons à ce rapprochement. Ainsi, Tocqueville note que ce qui attache le plus vivement le cœur humain, ce n'est point la possession paisible d'un objet précieux, mais le désir imparfaitement satisfait de le posséder et la crainte incessante de le perdre. L'égalité des conditions, loin de faire disparaître la rivalité, la suscite au contraire. Il voit aussi dans la multiplication des obstacles et l'excitation des ambitions les raisons de la montée de l'inquiétude dans les sociétés démocratiques. Ils ont détruit les privilèges, gênant de quelques-uns de leurs semblables. Ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. Tocqueville a défini ainsi avant la lettre ce que Girard appelle la médiation interne. En indiquant le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande, il introduit la dynamique de ce que j'appelle la revendication d'une égale puissance d'être. Tocqueville apparaît ensuite furtivement dans la plupart des livres d'entretien qu'a accordé René Girard. Quand ces choses commenceront, celui par qui le scandale arrive, les origines de la culture et enfin dans Achever Clausewitz. Dans cet ultime ouvrage, Tocqueville est associé de nouveau à Stendhal, mais aussi à Nietzsche, comme étant parmi les premiers à repérer le ressentiment, cette passion moderne par excellence. Il y est également salué pour avoir vu la centralisation comme une tendance négative, alors que Clausewitz était impressionné par la force qu'elle conférait à Napoléon. Largement épargné donc par la critique girardienne, Tocqueville est présenté en héros positif des sciences sociales. Il est une exception notable au paradoxe girardien qui attribue aux auteurs de fiction une meilleure pénétration des rapports humains que celle dont font preuve les spécialistes patentés du domaine. Donc, nous allons nous retrouver dans un qui se ressemble s'assemble. Même si la recherche des ressemblances des destins personnels et intellectuels de nos deux acteurs semble à première vue relever plus de la coïncidence que de la corrélation et a fortiori de la causalité, l'accumulation des points de rapprochement est néanmoins troublante et invite à pousser plus loin. À l'évidence, la première ressemblance réside dans le transatlantisme, terme que j'ai choisi pour intituler cette conférence. Ces deux jeunes intellectuels français sont partis de leur pays à la recherche d'un ailleurs meilleur, après une longue séquence politique éprouvante qui les a poussés l'un comme l'autre à prendre du recul. Pour Tocqueville, ce fut la Révolution française, le Premier Empire, la Restauration et la Révolution de 1830 pour l'aristocratie, ainsi que pour Girard, les trois guerres avec l'Allemagne, la faiblesse
de la Troisième République et l'effondrement de la France durant l'occupation. Même si l'un revient promptement en France et l'autre s'installe définitivement aux États-Unis, leur biculturalisme est manifeste. Sur un plan plus intime, leurs épouses sont anglo-saxonnes et protestantes. Leur tempérament les pousse à la polémique dans le cadre de la disputation académique pour Girard, plutôt dans le débat politique pour Tocqueville. Dans un même ordre d'idées, ils partagent un rejet immodéré des extrêmes et de l'esprit de parti, les plaçant souvent à front renversé dans leurs argumentations, ce qui dénote leur indépendance et un refus de s'affilier à une quelconque coterie. De même, ils se soucient peu de la tradition académique. Tous deux partagent une logique interdisciplinaire. C'est assez aisé pour Tocqueville dans la première moitié du XIXe siècle, où les disciplines ne se sont pas encore reproduites par scissiparité. Il est un juriste de formation, un politologue conforté par une expérience politique non négligeable sans pour autant être de premier plan, un historien amateur mais aux méthodes sérieuses, un proto-sociologue voyant monter la classe moyenne à peu près à l'époque où Marx estime inévitable une polarisation entre bourgeoisie et prolétariat, et un proto-anthropologue qui comprend, après Montesquieu, que toute situation ne peut être abordée de manière pertinente sans une observation plurifactorielle. Tocqueville apprécie ainsi les circonstances et les mœurs autant que les institutions et les législations pour déterminer ce qu'il appelle un état social. Je dirais que c'est plus rare et méritoire à la fin du XXe siècle pour Girard, qui propose son immense synthèse dans un paysage des sciences humaines et sociales dont le morcellement semble être devenu la motivation principale des chercheurs. Tous deux promeuvent une approche scientifique des interactions humaines, une science politique nouvelle pour des temps nouveaux, pour le premier, une anthropologie qui serait une science des rapports humains pour le second. Plus étonnant et sans doute probant pour ce parallèle, chacun semble ramener la plupart de ses recherches à un mécanisme à connotation religieuse auquel est attribuée une évolution de longue durée, jugée à la fois inévitable et souhaitable et dangereuse. La providence pour Tocqueville et la révélation évangélique pour Girard. Et ils identifient deux, et seulement deux, tendances séminales qui s'articulent et se recombinent au gré des sujets étudiés. Pour Tocqueville, la longue durée d'au moins un millénaire est marquée par la tendance à l'égalité des conditions en Occident, dont l'horizon est appelé démocratie, par opposition à l'inégalité des conditions qui réserve des prérogatives et des obligations à une aristocratie héréditaire. Quant à l'époque moderne, elle est caractérisée par la centralisation du pouvoir politique en France, mais aussi dans d'autres pays européens, comme l'Angleterre par exemple, au moment où celle-ci vote une loi sur les pauvres, et même aux États-Unis. Girard, de son côté, voit dans la révélation du mécanisme du bouc émissaire un mouvement commençant il y a plus de 25 siècles avec la tragédie grecque et surtout les prophètes de l'Ancien Testament, puis irrémédiablement enclenché à partir de la passion du Christ. Quant à l'époque moderne, elle est marquée à partir de Shakespeare et Cervantes par une aggravation continue des pathologies du désir mimétique. Ce tableau réunit en fait ces ensembles de tendances vues par nos deux auteurs. Donc ces différentes tendances révèlent des proximités mais aussi des singularités entre les deux penseurs. La combinaison par Tocqueville de l'égalité des conditions et de la centralisation lui fait craindre la dégradation de la démocratie libérale naissante en despotisme. Son engagement politique en découle. Girard réunit quant à lui le mécanisme du bouc émissaire et le désir mimétique dans la persistance de la méconnaissance de la violence humaine. Il est en perpétuelle recherche de ce qui permettrait la contention et le refoulement
de cette violence qu'il voit à l'origine comme au terme de l'humanité. Et il place ses espoirs dans d'improbables conversions qui devraient être massives et simultanées pour changer l'orientation de l'histoire. L'histoire a donc un sens, c'est-à-dire une direction repérable, qu'elle mène à des améliorations ou à une apocalypse, voire même à une amélioration apocalyptique, sens profond de la révélation. Chacun ayant spécifié deux tendances majeures, leurs optiques semblent à première vue les différencier. Mais des articulations peuvent s'envisager également entre nos deux penseurs. Tentons les différents appariements. Ainsi, l'égalité des conditions et l'intensification de la mimésis d'appropriation ont-elles sans doute partie liées. La première conditionne la seconde qui, à son tour, intensifie les revendications égalitaires ainsi que simultanément des aspirations illusoires à la distinction. Quant à l'association entre dévoilement du mécanisme du bouc émissaire et centralisation, elle porte en elle le germe des revendications victimaires auprès de l'autorité publique. Celles-ci ont pris récemment une importance considérable, donnant naissance aux luttes pour la reconnaissance menées par des minorités auprès des États. La centralisation, dont Louis XIV est en France le parangon, suivi naturellement par Napoléon, est aussi une condition de possibilité de la diffusion du désir mimétique. Enfin, l'égalité des conditions participe au travail de sape contre les mécanismes de bouc émissaire. Elle donne le dernier mot de la violence à une justice procédurale qui s'efforce d'empêcher la désignation arbitraire et sans autre forme de procès de victimes à sacrifier et à lyncher par des foules unanimes. Y compris sur ce point, l'expérience personnelle de Tocqueville le rapproche de Girard. En effet, Malesherbes, l'avocat de Louis XVI, lors de son procès, lui-même mis à mort peu après, a accompagné son arrière-petit-fils Tocqueville tout au long de ses recherches sous la forme d'un buste posé sur son bureau. Nul doute que cette présence constante l'a alerté sur le sacrifice royal, toujours susceptible de ressurgir. Girard souligne sa clairvoyance peu commune en indiquant, et c'est encore Tocqueville qui trouve la différence entre la démocratie et la monarchie en la fondant sur le modèle unique de cet animal sacrificiel qui est le roi. La démocratie, où il y a autant d'obstacles que d'individus dans la société, donne l'impression que le roi supprimé, tous les obstacles sont supprimés. Cette combinatoire sommaire met en évidence la compatibilité des deux théories, mais elle ne doit pas occulter les différences. Tocqueville s'intéresse aux institutions politiques, Girard, lui, se soucie des rivalités violentes en réduisant le politique à la portion congrue. Pour faire simple, la révélation girardienne offre le salut comme horizon rédempteur, tandis que la providence tocquevillienne entrevoit la perspective d'un adoucissement des mœurs. Autre point de rencontre, l'inquiétude tocquevillienne traduit et trahit l'insuffisance d'être à l'origine du désir mimétique. Avant Girard, Tocqueville note aussi le rôle majeur de la foule unanime. En introduction de la violence à la divinité en 2007, arrivé au moment de dresser un bilan de son œuvre, Girard affirme d'ailleurs la théorie mimétique du désir rejoint sur beaucoup de points la pensée de Tocqueville dans la seconde partie de la démocratie en Amérique. Pensant ensemble à l'égalité des conditions et la concurrence qui oppose les égaux, Tocqueville témoigne de l'expansion de la médiation interne dans les sociétés démocratiques, au moment où celle-ci se produit. Ces tendances lourdes reflètent chez chacun un goût de la longue durée et de l'universel. Nos deux penseurs manifestent ainsi une capacité à la prévision, voire un talent pour la prophétie. Un recul de plus de 150 ans a donné raison à Tocqueville sur de nombreux points. Mais Girard pourrait dès à présent se targuer d'avoir précédé apocalyptique et catastrophisme, voire la collapsologie, qui domine aujourd'hui bien des analyses sur le devenir de l'humanité.
De même, il a su se montrer lucide avant d'autres sur la résurrection de la puissance chinoise ou encore le déclin du droit, les insuffisances de la science politique et la nécessité d'une approche anthropologique apte à appréhender la complexité. Tous deux s'efforcent d'écouter la voix du réel, celle des mœurs, pour reprendre un vocable cher à Tocqueville. Ils se retrouvent aussi pour repérer l'importance de la religion, notamment du christianisme, dans un monde occidental qui se veut désécularisé et libéré de l'obscurantisme par les Lumières. Si l'on s'en tient à ce jeu des ressemblances, il serait sans doute difficile, en toute hypothèse, de trouver un troisième intellectuel partageant avec Tocqueville et Girard l'ensemble ou même la majeure partie de ces caractéristiques. Il existerait donc une sorte de parenté intellectuelle, épigénétique, pourrait-on dire, qui rendrait leur rapprochement inévitable. Tout se passe comme si tout se passe comme si Girard avait, dans une certaine mesure et toutes choses égales par ailleurs, subi une influence décisive, mais probablement non parfaitement consciente, de son compatriote né près de 120 ans avant lui. Nous en arrivons à la deuxième partie de cette présentation, en repartant du fait que la politique est un angle mort de la pensée girardienne, mais le souci principal de la pensée tocquevillienne. Je me permets ici un anachronisme en soutenant que la théorie girardienne, qui semble négliger le politique, l'a prise en compte de façon convaincante plus d'un siècle avant sa conception. Girard affirme d'ailleurs dans un entretien, s'il y a une science politique, c'est Tocqueville. Et quand je pense qu'il dit s'il y a une science politique, sous-entendu une science politique mimétique. Les spécialistes de la théorie mimétique se retrouvent sur la place marginale qu'elle laisse aux politiques. Girard déclare ainsi dans Achevé Clausewitz son scepticisme à l'égard de la science politique que l'anthropologie a vocation à supplanter et ses doutes sur les capacités du droit à réguler désormais les rapports humains. Quand il est malgré tout interrogé sur le sujet, il situe sa réflexion selon un axe classique, conservateur et progressiste, pour souligner que des critiques lui reprochent, selon les cas, d'être soit l'un, soit l'autre, alors que lui-même entend se tenir à l'écart de telles assignations. Tocqueville oriente quant à lui son propos selon un axe libéralisme-despotisme. Dans une logique proche de Girard, Tocqueville avait lui aussi anticipé que de la démocratie en Amérique serait jugée par ses lecteurs en fonction de leurs opinions préalables, excessivement sévère pour la démocratie ou à l'inverse, un encouragement imprudent à son développement. L'engagement de Girard tient tout entier dans son apologie du christianisme. Il n'a de ce fait d'autre portée politique qu'une adhésion à une politique catholique au long cours, depuis la lutte pour la domination de l'Occident entre le pape et l'empereur, jusqu'à la réconciliation entre l'Allemagne et la France, initiée par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, deux catholiques fervents. À l'inverse, l'engagement de Tocqueville est politique. Il se déclare en faveur d'une démocratie libérale, préservée des pesanteurs de l'administration et où de multiples détenteurs du pouvoir s'empêchent mutuellement d'en abuser. Cet idéal doit échapper pour lui aux deux écueils idéologiques de la réaction et du socialisme. C'est pour ça que je parlerai plutôt, pour la théorie de Tocqueville, d'une pensée à caractère plutôt agnostique et à visée très explicitement scientifique. De ce fait, s'il y a une pensée politique possible au cœur de la théorie mimétique, elle emprunte nécessairement à son prédécesseur Tocqueville. Le raisonnement qui conduit à cette conclusion est simple. Si l'analyse des mœurs démocratiques conduit Tocqueville à repérer la mimésis d'appropriation dans ces manifestations que sont les passions envieuses, l'obsession pour ces manifestations que sont les... je reprends. Si l'analyse des mœurs démocratiques
conduit Tocqueville à repérer la mimésis d'appropriation dans ces manifestations que sont les passions envieuses, l'obsession pour le bien-être matériel, l'individualisme et l'inquiétude caractéristiques de l'homme démocratique. Et si Tocqueville parvient à mettre ces mœurs en rapport avec les institutions politiques qui les permettent, mais aussi qu'elles engendrent, alors la théorie mimétique peut incorporer une théorie politique sur les âges démocratiques inspirée des idées de Tocqueville. Tout aussi logiquement, les obligations rituelles et les interdits religieux des sociétés traditionnelles, longuement étudiés par Girard, trouvent leur pendant politique au sein de l'État de droit, objet des observations de Tocqueville. Il s'agit de ces institutions judiciaires et de ces lois qui limitent et encadrent les libertés publiques et privées dans le but d'en assurer un bénéfice égal à tous les citoyens. Le politique est ainsi peu éloigné du religieux dans ses composantes principales. En pratique, Tocqueville nous offre deux jalons manquants à la théorie mimétique, que sont la souveraineté du peuple et la tyrannie de l'opinion. Quels seraient donc effectivement les apports majeurs de Tocqueville à la théorie mimétique? Cela a été déjà suggéré. Les quatre grandes tendances identifiées comme majeures par Tocqueville et Girard peuvent être tissées ensemble. Ce faisant, elles permettent d'aborder celle des trois modalités institutionnelles de la contention de la violence qui a été insuffisamment explorée par Girard, à savoir le politique. Celui arrive en effet après le religieux sur lequel Girard s'est concentré et il précède l'économique que certains de ces épigones ont rapidement étudié dans l'optique de la théorie mimétique. La tendance produite par la révélation du bouc émissaire, le privant de son efficacité contre le déchaînement de la violence, correspond de manière évidente au domaine religieux, celle de la prolifération de la mimésis d'appropriation et de sa pathologisation croissante fait le lit de l'économique comme lieu emblématique des concurrences et compétitions qui se substituent à la violence physique et la réduisent dans les rapports humains. La tendance tocquevillienne à l'égalité des conditions mène quant à elle à la démocratie et celle de la centralisation traite de l'organisation des pouvoirs dans un contexte spécifique, celui de l'état de droit qui s'est renforcé depuis 3 siècles. Nous tenons donc là deux fils manquants à la trame de la théorie mimétique pour y incorporer le politique. Tocqueville s'intéresse aux évolutions des institutions mais aussi des mœurs, aux États-Unis et en France au premier chef. Ce travail lui fait observer en Amérique, dans sa forme alors la plus avancée, l'émergence de la souveraineté du peuple. Il y repère aussi la naissance de l'opinion et la menace d'un nouveau despotisme, la tyrannie de la majorité. Auparavant, il aura articulé de manière convaincante, grâce à son évocation des mœurs démocratiques, le politique et la théorie mimétique, et ce, dès le premier tome de la démocratie en Amérique. Les institutions démocratiques développent pour lui à un très haut degré le sentiment de l'envie dans le cœur humain. Ce n'est point tant parce qu'elles offrent à chacun des moyens de s'égaler aux autres, mais parce que ces moyens défaillent sans cesse à ceux qui les emploient. Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement. Tout ce qui dépasse par quelque endroit lui paraît alors un obstacle à ses désirs et il n'y a pas de supériorité si légitime dont la vue ne fatigue ses yeux. Le rôle du médiateur évolue ainsi dans les âges démocratiques où chacun de ses citoyens apercevra toujours près de soi plusieurs points qui le dominent et l'on peut prévoir qu'il tournera obstinément ses regards de ce seul côté. Tout désir devient alors d'égaler ou de surpasser l'autre qui semble vous dépasser. Ainsi se noue l'étrange rapport entre égalité et rivalité, où un sentiment d'infériorité sans cesse présent fait renoncer à l'admiration pour engendrer l'envie. L'inquiet n'a pas, ou pas obtenu, ce qu'il désire au plus profond, c'est-à-dire un inaccessible supplément d'être. Tocqueville voit ainsi comment l'égalité
suggère la perfectibilité indéfinie et produit des effets collectifs. Ces revers, dont l'homme démocratique, lui font voir que nul ne peut se flatter d'avoir découvert le bien absolu. Ses succès l'enflamment à le poursuivre sans relâche, ainsi toujours cherchant, tombant, se redressant, souvent déçu, jamais découragé, il tend incessamment vers cette grandeur immense qui entrevoit confusément au bout de la longue carrière que l'humanité doit encore parcourir. Tocqueville expose ainsi les rouages du mécanisme qui égalise toujours davantage les conditions tout en le conduisant à la centralisation et à la menace du despotisme. La haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le même temps où elles trouvent le moins d'aliments. Cette haine immortelle est de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les moindres privilèges, favorise singulièrement la concentration de tous les droits politiques dans les mains du seul représentant de l'État. Ce mécanisme reflète l'envahissement progressif du champ des passions humaines par la médiation interne. Il laisse toutefois subsister dans cette présentation une asymétrie qui apparaît comme une exception à la règle de l'égalité des conditions. Tocqueville conclut en effet l'extrait précédent par le souverain étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède. Il conserve la différence radicale que Hobbes attribue au Léviathan. Girard avait noté ce phénomène à propos de Louis XIV, monarque absolu qui domine tous ses sujets étant à les égaliser. Le roi soleil, dit-il, est le médiateur de tous les êtres qui l'entourent, et ce médiateur reste séparé de ses fidèles par une distance spirituelle prodigieuse. Tocqueville et Girard résolvent ensemble le problème posé par l'égalité entre les petits, comme atomisés et la puissance d'un seul. En démocratie, la solution est dans la force du nombre, soit l'opinion tocquevillienne ou la foule girardienne. Pour Tocqueville, qui expliquait qu'à propos du président des États-Unis et du roi de France, au-dessus de l'un comme au-dessus de l'autre se tient un pouvoir dirigeant, celui de l'opinion publique. En Amérique, il procède par des élections et des arrêts, en France, par des révolutions. On entend ici comme un écho à la summa divisio girardienne du politique qui oppose la foule au pouvoir constitué, notamment dans le procès de Jésus où la volonté de Pilate cède aux velléités de la foule. L'opinion, c'est aussi cette autotranscendance souveraine chère à Jean-Pierre Dupuy. Cette tournure d'esprit doit être reliée à la capacité de s'associer pour faire valoir des intérêts communs et gagner en puissance en face ou à côté des autorités politiques. Ainsi précisé, on voit mieux grâce à Tocqueville ce que peuvent signifier les intérêts particuliers optant pour la coopération sans renoncer à la compétition, selon ce qu'il appelle l'intérêt bien entendu. Au temps où Tocqueville écrit, la souveraineté du peuple est encore en débat en France, au terme d'une longue révolution inachevée et sur l'issue de laquelle il s'interroge. Il est né en 1805, au début du Premier Empire. Il élabore de la démocratie en Amérique sous la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, publié en 1856. Son autre maître ouvrage, L'Ancien Régime et la Révolution, est conçu au début du Second Empire de Napoléon III. Plutôt avare de définition, Tocqueville en livre néanmoins une pour la souveraineté, lapidaire. Pour lui, la souveraineté, c'est le droit de faire les lois. Elle signale ainsi l'enchevêtrement au cœur du concept. Si la souveraineté est le droit de faire les lois, dans un état de droit, c'est la loi qui est créatrice de droit. Il focalise alors son attention sur la souveraineté du peuple. Au début de la Révolution française, la citoyenneté est couplée à l'exclusion. La Constituante adopte un système censitaire dès 1791, un reste de différenciation aristocratique. La souveraineté est alors nationale
plutôt que populaire. Le sujet reste d'actualité quand Tocqueville écrit de la démocratie en Amérique. Louis-Philippe abaisse alors le sens dans l'espoir vain de le maintenir. Dans ce contexte particulier, Tocqueville se pose la question: pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les bourgeois et les riches? En Amérique, toutes les fonctions publiques ne sont pas électives, ni tous les citoyens électeurs, le droit électoral étant presque partout encore subordonné à un sens, faible au nord, plus élevé au sud, mais confronté à l'égalisation des conditions, le sens s'abaisse inéluctablement jusqu'à aboutir à son contraire, le suffrage universel. Et la France suivra. Tocqueville voit aussi dans les règles de transmission des fortunes entre générations un élément clé de la transformation sociale. Dès lors que la loi supprime le droit d'aînesse, reflet de valeurs aristocratiques, il divise les fortunes entre les descendants, ce qui se répercute sur la conception du corps électoral. Les lois peuvent ainsi influer sur le champ de la mimésis d'appropriation, au moins dans les familles. C'est un bon exemple de ce que peuvent faire les institutions politiques et juridiques pour maîtriser certains désirs mimétiques, en l'espèce partager un héritage qui est effectivement un patrimoine partageable. Un tel sujet qui intéresse Guerre Girard est central dans la dynamique sociopolitique tocquevillienne de l'égalisation des conditions. La souveraineté du peuple est alors la traduction politique de l'égalité des conditions et elle doit la garantir. Tocqueville est l'analyse d'une situation historique exceptionnelle. Il trouve dans les États-Unis naissants une citoyenneté qui se construit sur le rejet d'une souveraineté lointaine, celle du colon britannique, et la constitution d'une autre, que ses promoteurs souhaitent au demeurant tout aussi lointaine. Il y observe la consécration de la compétition politique et économique comme régulatrice de tous les conflits, mais aussi la fondation d'un État qui s'appuie sur de multiples exclusions. Non seulement l'émancipation de la couronne britannique, bien sûr, mais aussi le refoulement des Amérindiens et l'esclavage des Africains. Il retrace une généalogie de la souveraineté du peuple américain. La doctrine des puritains, premiers immigrants, contient en germe les éléments d'une pratique politique fondée sur le Covenant. Il trouve la trace d'un tel quasi-contrat social en Nouvelle-Angleterre dès 1620, année même de l'arrivée du Mayflower. Les colons y conviennent de la promulgation des lois et de l'institution selon les besoins de magistrats auxquels ils se soumettent et obéissent. Ils font acte à chaque instant de souveraineté, s'enthousiasme Tocqueville. Les principes constitutionnels que les philosophes anglais et français développent à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, ils sont déjà mis en pratique. Vote libre de l'impôt, responsabilité des agents du pouvoir, liberté individuelle et jugement par les jurys populaires. L'indépendance communale entraîne le principe de la souveraineté des peuples, du peuple. Les communes se dessaisissent dans un deuxième temps d'une portion de leur indépendance au profit de l'État pour les seuls intérêts qu'elles partagent avec d'autres. L'organisation démocratique commence au plus bas niveau territorial, à partir de la commune et du comté, et remonte à l'État fédéré, enfin à l'Union fédérale. L'échelon du dessus dispose donc d'attributions limitativement définies. Lors de la Révolution américaine, le dogme de la souveraineté du peuple sortit de la commune et s'empara du gouvernement. Toutes les classes se compromirent pour sa cause, on combattit et on triompha en son nom, il devint la loi des lois. La loi qui consacre la souveraineté du peuple domine ainsi toutes les autres. La souveraineté du peuple traduit politiquement l'égalité des conditions. Elle irrigue toutes les relations de la base au sommet de la société. Elle articule le particulier et le collectif à chaque niveau d'agrégation sociale. Souveraineté du peuple et démocratie semblent à Tocqueville deux concepts corrélatifs. L'un représente l'idée théorique, l'autre sa réalisation pratique. Il n'y a plus lors place pour l'un et les autres, comme la monarchie pouvait l'induire, ni pour les uns distincts des autres des âges aristocratiques,
dans une société de semblables, chacun est désormais l'autre des autres. Cependant, la diffusion générale d'un certain goût de l'indépendance et de la liberté limite aux États-Unis les ravages de l'égalité des conditions poussés à son extrême. Dans les âges démocratiques, la souveraineté du peuple fournit le cadre d'une allégeance libre à un système de contraintes collectives, pourvu qu'il ménage une place suffisante aux initiatives personnelles et aux adhésions associatives. Cette conclusion provisoire optimiste ne vaut toutefois que si la liberté n'est pas confisquée par un despote et si l'esprit d'indépendance résiste à l'opinion majoritaire. Un nouveau despotisme, non purement politique, comme chez les philosophes grecs ou encore chez Montesquieu, risque de s'étendre aux idées, aux habitudes et aux pensées, sans plus distinguer vie publique et vie privée. La tyrannie de l'opinion majoritaire s'exerce quand la majorité se prétend l'unique organe de la raison. L'opinion majoritaire est un nouvel avatar de la foule omnipotente girardienne. Si le peuple gouverne, la majorité gouverne au nom du peuple. Thomas Jefferson l'avait prévu en son temps. La tyrannie des législateurs est actuellement et sera pendant bien des années encore le danger le plus redoutable. C'est une situation qui est reprise par Tocqueville. Pour limiter ce risque, les comportements induits par le désir mimétique sont cadrés et simultanément encouragés. Chaque individu forme une portion égale du souverain et participe également au gouvernement de l'État. Chacun obéit à la société parce que l'union avec ses semblables lui paraît utile. Chaque citoyen est à la fois électeur, éligible et juré. La liberté d'expression passe par l'absence de censure de la presse et plus encore, et malgré ses dangers, par la liberté illimitée d'association. L'absence de centralisation administrative et politique, instrument indispensable à la tyrannie et au despotisme, limite leur déploiement. Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles, il est juge de la constitutionnalité des lois et protège de l'arbitraire des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, la Cour suprême a la compétence d'établir la compétence des autres institutions. Pour n'être pas opprimante, la souveraineté doit donc être partagée entre de multiples acteurs, si l'on récapitule, entre chaque citoyen, entre chacun des niveaux d'exercice du pouvoir, entre de nombreux magistrats à chaque niveau territorial, entre chacun des trois pouvoirs réellement indépendants les uns des autres, le judiciaire étant effectivement séparé de l'exécutif. Quant au pouvoir législatif, il est lui-même réparti entre deux chambres représentant des intérêts différents. Répartition encore entre une opinion majoritaire et des associations politiques jouissant d'une liberté quasi limitée de se constituer et de s'exprimer. Ce seraient là les différentes modalités à combiner pour empêcher la centralisation. Toujours dangereuse, une souveraineté unanime doit être fragmentée en de multiples composants appelés à se concurrencer pour réduire les risques d'abus de position dominante sous l'égide, en dernier ressort, d'un contrôle de constitutionnalité des agissements de la majorité. C'est aussi le moyen de multiplier les occasions de satisfaire, au moins dans une certaine mesure, les ambitions d'appropriation. Au-dessus, une souveraineté du genre humain justifie la désobéissance à une loi injuste qu'édicterait le peuple, car la justice forme la borne du droit de chaque peuple pour Tocqueville. La souveraineté perd ainsi sa valeur absolue en étant soumise à une forme de droit naturel. Il existe d'autres espaces permettant d'échapper à l'aspiration centralisatrice et au diktat de l'opinion. Il s'est produit une force suffisante pour préserver les libertés sans pouvoir prétendre à l'hégémonie. Les associations, nombreuses et actives en Amérique, sont autant de lieux de regroupement de volontaires et de bénévoles qui, sauf dysfonctionnement institutionnel, ne doivent pas engendrer de rivalité entre les sociétaires. Elles sont potentiellement le lieu de désirs mimétiques convergents et non conflictuels autour d'un objet social commun. Tocqueville avait pressenti leur nécessité
les sentiments et les idées se renouvellent, le cœur ne s'agrandit et l'esprit ne se développe que par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres. Cette action est presque nulle dans les pays démocratiques. Il faut donc l'y créer artificiellement. Et c'est ce que les associations seules peuvent faire. Ce sont les associations qui, chez les peuples démocratiques, doivent tenir lieu des particuliers puissants que l'égalité des conditions a fait disparaître. L'association recrée une forme de médiation externe autour d'objectifs partagés entre égaux non nécessairement semblables. Tocqueville va jusqu'à affirmer que dans les pays démocratiques, la science de l'association est la science mère. Le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là. L'art de s'associer doit aller de pair avec l'égalité des conditions pour compenser les effets néfastes de cette tendance millénaire. Face à ce portrait quelque peu idéalisé, la Révolution française succédant à l'Ancien Régime lui apparaît comme une entreprise de concentration sans précédent. Vous apercevrez un pouvoir central immense qui a attiré et englouti dans son unité toutes les parcelles d'autorité et d'influence qui étaient auparavant dispersées dans une foule de pouvoirs secondaires, d'ordre, de classe, de profession, de famille et d'individus, et comme éparpillés dans le corps social. En détruisant les pouvoirs et regroupant les influences réparties auparavant, la centralisation ainsi opérée laisse le champ libre à une aggravation des pathologies engendrées par les médiations internes. Mais Américains et Français se retrouvent avec d'autres peuples au demeurant sous la menace d'une tyrannie particulière, celle de l'opinion publique. La recherche du bien-être et l'apathie se combinent pour placer la société et l'individualité sous la toute-puissance de l'État. Les citoyens sont séparés, ils ne confrontent plus leurs idées ni leurs sentiments, ils sont de ce fait dans l'incapacité de les partager. Tocqueville anticipe ainsi, fatalement de manière vague, cette forme à venir de despotisme démocratique qui sera appelée totalitarisme au XXe siècle. Sans davantage s'en rendre compte, probablement, il entrevoit ce qui est aujourd'hui dénoncé comme ultralibéralisme. Celui-ci sépare également les individus et interrompt l'échange des idées, comme le partage des sentiments, sous la férule d'un automate appelé marché, auquel la toute-puissance a été déléguée par un État qui entend se retirer d'une scène où il ne fait plus guère que de la figuration. L'apocalypse tocquevillienne est ainsi de part en part post-politique, et ce, quelle qu'en soit la modalité. Ce qu'il appelle l'État social n'existe plus car le rationalisme individualiste, en quête de ses intérêts, s'accommode d'une opinion commune qui tyrannise les intelligences individuelles, en arrêtant ou dévoyant la circulation des idées. La souveraineté du peuple démocratique est donc susceptible de se dégrader en despotisme totalitaire quand il reste encore une pseudo-idée ou en despotisme de marché quand l'opinion commune a exclu toute idée du champ social. Tout doit donc être mis en œuvre en permanence pour que la liberté prévienne les risques et les tendances à l'égalité et à la centralisation font courir à l'état social. Les libertés de penser et de faire circuler les idées, déjà au cœur des préoccupations de Spinoza, ou encore celle de s'associer, restent menacées malgré toutes les déclarations des droits. L'indispensable liberté penche du côté du sentiment face à la rationalité et à l'abstraction de l'égalité. Elle constitue le moyen par excellence de ne pas sombrer dans les seules préoccupations du bien-être matériel et de ses intérêts. Nous en venons maintenant au troisième et dernier point de cette présentation, en se posant la question de en quoi et comment Girard est un continuateur de Tocqueville. Une fois la filiation et l'hybridation des pensées établies, il reste une dernière étape à franchir, la plus évidente en définitive, celle que dicte la chronologie. L'apport de Girard à la théorie tocquevillienne. Il y a au moins trois moyens de continuer une pensée, même sans le faire intentionnellement.
Le premier est de l'actualiser en en confrontant les concepts, le cas échéant adaptés à des événements postérieurs à son énonciation. La deuxième est d'en assurer l'extension, qu'il s'agisse d'aller vers des domaines non précédemment couverts ou d'incorporer des disciplines. Au-delà, il est toujours possible de prétendre à un dépassement. D'abord, une actualisation. Bien que visionnaire exceptionnel, Tocqueville, qui était au demeurant persuadé que l'histoire n'était pas écrite par avance, ne disposait évidemment pas d'informations sur les événements qui se sont déroulés dans la deuxième partie du XIXe siècle et ultérieurement. C'est ainsi que l'on doit, d'une certaine façon, procéder à une actualisation en passant de la science politique nouvelle pour les temps nouveaux, à laquelle aspirait Tocqueville, à la préfiguration d'une science des rapports humains, objet de la quête de René Girard. Sur le plan de la science des rapports humains, l'ethnologie, la psychologie, la théologie ou encore l'économie ont fait des progrès considérables durant le siècle qui sépare Girard de Tocqueville. Le premier nommé en tire évidemment un grand profit. Sa psychologie interindividuelle n'aurait pas été sans doute envisageable sans la psychanalyse, et l'unité des mythes ainsi que leur tendance à évoluer vers l'effacement des traces sanglantes des faits qui les ont inspirés n'aurait pas été théorisé sans le défi qui avait été lancé par la lecture structuraliste des mythes de Claude Lévi-Strauss. Girard peut ainsi passer d'une science politique limitée par son objet à une anthropologie fondamentale fondée sur la compréhension des mécanismes qui régissent les rapports humains. Deuxième actualisation, c'est le phénomène que l'on a vécu assez récemment, qui nous fait passer de la crainte de la tyrannie de la majorité à la multiplication des tyrannies d'identité minoritaire. Si les craintes de Tocqueville de voir se mettre en place une tyrannie de la majorité se sont avérées, Girard, lui, a été confronté à son époque à un autre phénomène, au demeurant plus complémentaire qu'antagoniste, la perversion du souci des victimes qui avait été promue par le christianisme. La tyrannie des minorités s'est ainsi de plus en plus fortement exprimée dans le politiquement correct pour passer tout récemment le seuil, celui de la culture de l'annulation. Or, dès je vois Satan tomber comme l'éclair, donc en 1999, Girard a clairement identifié cette menace pour la liberté d'expression. Bref, nous sommes désormais voués à voguer entre Charybde et Scylla, la tyrannie de la majorité et les tyrannies des identités minoritaires. Deuxième possibilité de prolonger une pensée, c'est lui apporter des extensions. De ce point de vue, René Girard nous amène à passer du temps de l'histoire à celui de l'anthropologie. Là où prudemment Tocqueville s'inscrit dans une perspective de 1000 ans, voire de 700 ans, ainsi qu'il l'évoque à plusieurs reprises dans l'introduction de la démocratie en Amérique, Girard n'hésite pas à se situer dans une échelle de temps qui remonte à l'hominisation, donc des millions d'années, voire plus sagement l'apparition d'Homo sapiens, datée aujourd'hui de 2 à 300 000 ans, ou un peu plus raisonnablement encore, de mon point de vue, au néolithique et ses débuts sur le plateau de l'Anatolie, donc la dizaine de milliers d'années. Cette extension temporelle est redoutable et donc discutable, mais elle permet d'inscrire la fonction monarchique et donc le politique dans une très longue histoire des rois sacrés qui sont désignés pour être des boucs émissaires en sursis, sacrifiables dès que la violence remet en cause la pérennité de la communauté. Un autre apport de René Girard nous permet de passer de l'égalité originelle à l'indifférenciation croissante en passant par une phase d'égalisation des conditions. Comme Girard, Rousseau et tant d'autres, Tocqueville part, à tort ou à raison, d'une égalité originelle. Il indique dans son mémoire sur le paupérisme, avec un ton qui était celui du XIXe siècle, les sauvages sont égaux entre eux parce qu'ils sont tous faibles et ignorants. Les hommes très civilisés peuvent tous devenir égaux parce qu'ils ont tous à leur disposition des moyens analogues d'atteindre l'aisance et le bonheur.
Reste à écrire entre ces deux phases l'histoire des différenciations sociales avant que la tendance à l'égalité des conditions vienne en quelque sorte boucler la boucle de la civilisation. Celle-ci court du paléolithique supérieur jusqu'aux sociétés antiques, au sein desquelles elle a sans doute culminé avec l'esclavage et l'omnipotence patriarcale. Une nouvelle période débute ensuite, disons à partir de l'an 1000, qui est restée jusqu'à présent la nôtre et qui était le lieu principal de la réflexion historique de Tocqueville. En Occident, elle se caractérise par une tendance à l'égalité croissante des conditions et une émancipation des croyances superstitieuses au profit d'un point de vue sur la nature scientifique de plus en plus assuré. Et à partir de la fin du XVIe siècle, quand Shakespeare et Cervantes fondent la littérature moderne, s'établit progressivement la souveraineté, d'abord celle du monarque de droit divin, puis celle du peuple dont Tocqueville est le grand théoricien. Et c'est alors qu'intervient Girard pour qui la rivalité, en produisant des doubles, transforme les autres en mêmes. Ce mouvement obéit à une logique circulaire ou plutôt en spirale. L'égalisation des conditions théorisée par Tocqueville provoquerait toujours plus de rivalité qui, à leur tour, rapprocherait les rivaux dans une indifférenciation croissante. En combinant le manque de cadre de domination instinctuelle, le refus de la domination de celui à qui je ressemble et la tendance moderne à l'égalisation des conditions, Girard dessine ainsi les axes d'une histoire politique où la continuité l'emporte sur les ruptures. Cette option lui permet de prolonger les tendances, à la fois en amont, pour poser une hypothèse explicative de l'hominisation, et en aval, pour s'interroger sur une fin envisageable de notre humanité présente, une fois épuisées ses capacités à contenir sa violence. Girard ne doute pas que l'histoire a un sens, elle s'inscrit sur un axe qui va des différenciations strictes imposées par les origines violentes de l'humanité à une égalité des conditions croissantes, éventuel prélude à un retour à une indifférenciation létale. On y trouve une sorte d'augustinisme inquiet, redoutant que la constitution de la cité de Dieu soit précédée d'une phase de grand désordre. Son originalité tient peut-être, plus encore, à sa tentative d'ancrer cette dynamique dans les origines sanglantes de l'humanité. Girard peut-il et en quoi peut-il dépasser Tocqueville? Notre conférence s'est très largement abstenue de critiques à l'endroit de l'immense pensée tocquevillienne dans le respect du point de vue explicitement admiratif de Girard. Ce dernier avait certainement des réserves, ce que révèle en creux son désintérêt pour le politique, ainsi que des remarques incidentes sur l'obsolescence de la science politique et du droit notamment. Plus précisément, la locution que Girard emploie pour introduire son recours à Tocqueville, c'est « et dans les meilleures pages, il n'est pas loin de suggère implicitement quelques réticences ». Bref, les tendances identifiées par Tocqueville auraient besoin d'être complétées par des tendances girardiennes pour s'approcher un peu plus encore de la vérité de notre temps. J'emprunterai pour finir un point de vue de critique philosophique à Jean-Pierre Dupuy. Pour lui, la délibération politique doit fixer un horizon dont l'atteinte dépend de la façon dont il est anticipé. La souveraineté hobbesienne d'un léviathan produite par des contrats, le souverain n'étant pas lui-même soumis à de telles exigences contractuelles, échoue à donner une forme satisfaisante à ce que Dupuy appelle une autotranscendance. L'expression de la volonté générale conçue par Rousseau nécessite une même position de surplomb, mettre la loi au-dessus de l'homme, alors qu'elle est faite consciemment par les hommes. Ce paradoxe reste ainsi sans solution. La preuve en est qu'un tel mécanisme est à l'œuvre dans la production des pseudo-transcendances totalitaires du XXe siècle. Seul Tocqueville, pour Dupuy, s'approche de la solution avec son observation d'une opinion publique en cours de constitution aux États-Unis, appréciation à l'appui de laquelle Dupuy signale l'extrait suivant. Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement public.
car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. Dupuy reproche néanmoins à Tocqueville un individualisme méthodologique qui ne parvient pas à avoir un véritable quasi-sujet collectif dans l'opinion publique, comme il s'en constitue par exemple avec la monnaie, la confiance et les conventions, ou ce que Keynes appelait le climat des affaires. Ce qui pourrait être nommé en référence à Girard et au sien un interindividualisme méthodologique a donc sa préférence par opposition à la fois au holisme et à l'individualisme méthodologique qui se partagent jusqu'à présent le champ des humanités. Tocqueville serait alors difficilement dépassable sur le plan de la science politique, tandis que Girard offrirait de nouvelles perspectives avec son interindividualisme méthodologique. Là se situerait, à mon sens, un possible dépassement. Nous en arrivons maintenant à la conclusion. De la confrontation, certes attendue et même inévitable, entre Tocqueville et Girard, il résulte la conviction non seulement que la théorie politique tocquevillienne est bien mimétique, mais aussi qu'elle est le ferment indispensable d'une théorie mimétique complétée, d'une science des rapports humains que Girard a laissé lacunaire. Les perspectives antérieurement ouvertes par Tocqueville coïncident avec une ultime phase de pathologisation du désir métaphysique qui combine, selon lui, apathie, donc évitement social et politique, aspiration exclusive au bien-être matériel et soumission au désir des autres, agrégés en injonction de l'opinion publique. Ou peut-être plus gravement désormais, d'opinions multiples et contradictoires qui tentent chacune de vous enfermer dans une adhésion identitaire dépourvue de sens critique. En démocratie, chacun dispose ou entend disposer d'une égale puissance d'être en se comparant à tous les autres, au risque qu'il n'y ait plus rien entre soi et tous, ce que redoutait Tocqueville. Girard le disait autrement en affirmant à Sartre « L'enfer, c'est de se croire seul en enfer ». Près de 2 siècles après Tocqueville et un demi-siècle après Girard, les différents avatars de la dictature de l'opinion se nomment populisme, individualisme poussé à l'extrême, réseaux sociaux haineux, influenceurs, globalisation sous toutes ses formes, incapacité à traiter collectivement et efficacement des menaces pesant sur l'environnement, etc. Il révèle un État qui est désormais plus social, pour reprendre la terminologie de Tocqueville, État vers lequel ont convergé les 4 tendances tracées par nos penseurs. Je les récapitule une dernière fois. Usure du mécanisme du bouc émissaire une fois dévoilé, nous prévend d'un stabilisateur automatique face à la violence, égalité des conditions et donc de la puissance d'être légitimement revendiquée par tous, concentration sous l'égide de l'État ou du marché de la plupart des décisions et, pour finir, aggravation en chacun des pathologies du désir mimétique à leur point le plus nocif. La providence et la révélation, donc l'Apocalypse, se rejoindront-elles pour nous guider vers une issue heureuse? Il y faudra des tendances nouvelles, à tout le moins des inflexions fortes et simultanées, qui peinent à se manifester et restent à identifier pour espérer leur promotion salutaire. Il pourrait revenir à une pensée girardo-tocquevillienne, c'est-à-dire intégralement mimétique, d'en déceler les prémices et d'en affermir les trajectoires. Je vous remercie.